Je vais continuer la lecture du bouquin. À l'état normal, la subconscience est donc une façon de qualifier nos comportements automatiques, moteurs, mais aussi intellectuels et émotionnels. Comme le comportement moteur reflète nos aptitudes intellectuelles et émotionnelles, c'est le meilleur reflet de ce qui se passe dans notre cerveau. À l'insu du sujet et en continu, ce comportement moteur s'observe et s'entend. On peut même se demander si les noyaux gris centraux, qui gèrent de manière prééminente ces subconsciences, n'ont pas pour but de fusionner nos aptitudes intellectuelles et émotionnelles en un comportement moteur subconscient. Source académie-sciences.fr. Séance solennelle de l'Académie des sciences, /oblique, 16 octobre 2012, subconscience et cerveau, Yves Aguide. La cognition est l'ensemble des processus mentaux qui se rapportent à la fonction de connaissance et mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception ou l'attention. Ces processus cognitifs ont été mis au jour par un petit groupe de psychologues de Harvard dans les années 1955 à 1960, notamment autour de Jérôme Brunner et de George Miller, dans ce qui a été désigné comme la révolution cognitive. Aujourd'hui, le terme cognition peut également être utilisé pour désigner non seulement les processus de traitement de l'information dits de haut niveau, tels que le raisonnement, la mémoire, la prise de décision et les fonctions exécutives en général, mais aussi des processus plus élémentaires comme la perception, la motricité, ainsi que les émotions. Par exemple, selon Antonio Damasio, dans son livre L'erreur de Descartes, les émotions font partie des fonctions cognitives, car le raisonnement et la prise de décision ne peuvent pas se faire sans les émotions. Source Antonio R. Damasio, traduction de l'anglais par Marcel Blanc. L'erreur de Descartes, la raison des émotions. Descartes Error. Paris Odile Jacob, 2006. Troisième édition. Première édition 1995. Page 368. ISBN 2-7381-1713-9. Présentation en ligne archive. La cognition est souvent étendue au-delà du seul cadre de la cognition humaine pour inclure tous les processus intelligents, y compris chez les animaux non humains ou mis en œuvre au sein des systèmes artificiels comme les ordinateurs. La définition exacte de la cognition et des relations entre activité mentale et cérébrale, le problème corps-esprit, reste l'objet de nombreux débats dans les sciences contemporaines, psychologie, intelligence artificielle, philosophie, etc. À la suite de la révolution cognitiviste, la perspective dominante depuis le milieu du XXe siècle regroupe sous le terme de cognition les fonctions dont est doté l'esprit humain et par lesquelles nous construisons une représentation opératoire de la réalité à partir de nos perceptions susceptibles en particulier de nourrir nos raisonnements et de guider nos actions. D'autres courants de recherche critiquent cette perspective représentationaliste et caractérisent au contraire la cognition comme un phénomène essentiellement dynamique et émergent. Cerveau et cognition donnent la relation avec le corps par plusieurs étapes. Capter, mémoriser, stocker, organiser, capitaliser, alerter, réagir, déclencher, synthétiser, découvrir, identifier, classifier, sélectionner, rechercher, approfondir, corréler, rapprocher, situer les locuteurs, évaluer la tonalité, prédire, anticiper, déduire, exemple, identification de l'espace d'action et de son évolution, que se passe-t-il? Sélection de l'action moteur, de l'acte moteur le plus efficace. Que faire? Programmation de l'acte moteur. Comment agir? Le mentalisme est un art du spectacle qui consiste à présenter des performances sur des thèmes de l'étrange et des facultés mentales. Les mentalistes utilisent différentes techniques, entre autres la psychologie, déduction avec la lecture à froid, intuition équivoque, la suggestion, l'hypnose, le développement de la mémoire, mémotechnie, calcul rapide. L'illusion, prestidigitation, manipulation, magie mentale. L'hypnose est un état psychologique particulier et encore mal défini qui revêt certains attributs physiologiques et marqué par le fonctionnement de l'individu à un niveau d'attention autre que l'état de conscience ordinaire. Il peut, sous certaines conditions, donner l'apparence du sommeil ou de somnambulisme sans en partager toutes les caractéristiques. Cet état est généralement provoqué chez une personne par l'action volontaire d'une autre personne. Ce processus est parfois nommé induction hypnotique. Il se caractérise selon les individus par une réduction du champ de conscience, hyperlocation, une introspection, le développement d'hallucinations de rêves
un sentiment d'absence, de dissociation, une perte de repères spatio-temporels et d'autres phénomènes variables. L'expérience hypnotique d'une personne dépend de sa personnalité, du contexte de la méthode employée, des suggestions qui lui sont faites, de la profondeur de l'induction hypnotique et d'autres paramètres. Wilhelm Maximilian Wundt, né le 16 août 1832 à Neckarau, actuellement partie de Mannheim, et mort le 31 août 1920 à Großbotten, est un psychologue, philosophe et professeur d'université allemand. Il est considéré comme le fondateur de la psychologie expérimentale et la plupart des premiers expérimentalistes européens et nord-américains se sont formés dans le laboratoire qu'il a créé en 1879 à l'université de Leipzig. Les innovations méthodologiques de Wundt en psychologie se marquent principalement par l'introduction de la méthode expérimentale ainsi que par l'utilisation de statistiques devenues par la suite un procédé fondamental pour la psychologie scientifique. Le rayonnement de ses travaux à travers le monde a contribué à établir la psychologie comme science empirique. Ces travaux se sont étendus à d'autres champs de la psychologie, tels que la psychologie sociale ou culturelle, ainsi qu'à d'autres champs disciplinaires, comme la philosophie, l'art, le langage ou les mythes. Au XVIIIe siècle, certains psychologues, notamment allemands, entreprirent d'étudier la psychophysique, c'est-à-dire la relation entre un stimulus et la perception que l'on en a. Ces travaux permirent l'introduction de la mesure en psychologie et furent à l'origine de la loi de Weber-Fechner sur la discrimination entre deux stimuli. Wilhelm Wundt chercha à montrer les rapports entre les phénomènes psychiques et substrats organiques, particulièrement dans le système nerveux et cérébral. Il écrivit ces éléments de psychologie biologique, Grundzüge der physiologischen Psychologie 1874, description minutieuse du système nerveux, de sa nature, sa structure et son fonctionnement. Wundt conçoit et développe une science nouvelle, la psychologie physiologique, qu'il appelle aussi psychologie expérimentale, afin de rendre possible l'étude physiologique des organes des sens, car il est impossible de traiter le mécanisme de la perception sensible ou consciente sans entrer dans le domaine de la psychologie. Dans l'optique physiologique, Helmholtz s'était déjà confronté à des problèmes de psychologie, mais avec Wundt, la psychologie se détache de la physiologie tout en lui empruntant les méthodes. Elle prend également son indépendance à l'égard de l'ontologie matérialiste qui sous-tendait jusque-là la recherche d'une explication purement physiologique des processus psychiques. La psychologie expérimentale ne devient pas chez Wundt une province de la physiologie. Il reconnaît que les fonctions mentales ont leur concomitant dans l'activité du système nerveux, mais il considère aussi que les actes psychologiques ont un intérêt en eux-mêmes du point de vue scientifique. En effet, ce n'est pas parce que les phénomènes psychologiques deviennent accessibles à l'expérimentation et à la mesure qu'ils se changent en problèmes physiologiques. Une délimitation claire est dès lors maintenue entre les deux disciplines. La méthode psychophysique comprend tous les procédés d'expérimentation qui peuvent être appliqués aux phénomènes de conscience et qui conduisent à évaluer quantitativement l'intensité d'une réaction psychique. Elle s'appuie sur l'idée de la loi psychophysique, elle-même définie par Wundt comme une loi d'association entre des représentations ou des sensations. Il complète la classification des lois associatives de Herbart et ramène toutes les combinaisons associatives de sensations et de représentations à 4 types. La synthèse associative, l'assimilation ou association simultanée, la complication, l'association successive des représentations. Ces lois rendent compte de tous les phénomènes intellectuels passifs. Elles sont l'expression de lois physiologiques et ont été déterminées par la méthode expérimentale. La pensée active peut quant à elle intervenir pour créer de nouveaux types d'associations. Le terme de psychologie expérimentale est consacré en France lors de la création d'un des premiers laboratoires de psychologie et de linguistique expérimentale à Rennes par le philosophe et psychologue Benjamin Bourdon en 1896. Wundt considère qu'il fallait mettre en place un laboratoire afin d'améliorer considérablement les données et faire en sorte que les données introspectives convergent et deviennent utilisables scientifiquement. Le laboratoire permet en effet de contrôler une situation donnée et de délivrer des stimuli précisément répétables. De plus, en laboratoire, on peut confier le travail d'introspection à des professionnels spécialisés. Le laboratoire ne transmet pas la donnée mentale. Elle reste évanescente et fluente. Mais il donne un cadre où elle se livrera à l'introspection d'une manière répétitive et cela permettra d'approximer autant qu'on le souhaitera la fixité nécessaire à l'étude.
Wundt proposera l'expérimentation introspective de la manière suivante. Il dispose d'un métronome dont la fréquence est réglable et qui permet de superposer à l'intervalle régulier un son de cloche au battement. L'expérience consiste à faire varier les deux paramètres du métronome, fréquence du battement de base et intervalle entre les sons de cloche, tout en essayant de conserver la conscience et distinctes les unes des autres les représentations des battements qui s'écoulent. La question posée est, avec un réglage particulier du dispositif, maintient-on dans le champ de conscience l'ensemble des représentations des battements de base entre deux sons de cloche? Wundt affirme que la fréquence des battements la plus favorable est d'environ 2 battements par seconde et que dans ces conditions 12 représentations distinctes peuvent se maintenir distinctes dans le champ de conscience. Il y a ici un point capital alors même que le rapport verbal détaillé d'une expérience interne riche et complexe, l'expression de l'instruction expérimentale visant ce qu'on peut maintenir dans la conscience n'a de sens qu'introspectif. Le sujet expérimentateur est seul à pouvoir témoigner du fait qu'au moment du deuxième son de cloche, il possède une représentation mentale distincte de chacun des battements intermédiaires. Le behaviorisme ou comportementalisme est un paradigme de la psychologie scientifique selon lequel le comportement observable est essentiellement conditionné soit par les mécanismes de réponse réflexe à un stimulus donné, soit par l'histoire des interactions de l'individu avec son environnement, notamment les punitions et renforcements par le passé. L'approche behavioriste vise à mettre au jour des relations statistiquement significatives entre les variables de l'environnement et les mesures du comportement, étudiées sans faire appel au psychisme comme mécanisme explicatif. Le behaviorisme émerge à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle en réaction à la difficulté des courants mentalistes, subjectivistes et introspectifs à produire des énoncés scientifiques empiriquement détestables. Après avoir exercé une influence très forte sur la recherche en psychologie en Amérique du Nord et en Europe. Le behaviorisme, en particulier dans sa forme radicale défendue par des chercheurs comme B.F. Skinner, qui cherche à rendre compte aussi des processus mentaux selon les mêmes lois, régresse au profit d'approches cognitivistes. Le behaviorisme trouve son application aujourd'hui dans l'analyse appliquée du comportement ou ABA, Applied Behavioral Analysis, et plus généralement sous une forme largement transformée dans les psychothérapies cognitivo-comportementales TCC. Les méthodologies d'intervention de type ABA sont utilisées pour divers troubles mentaux et avec les personnes atteintes de troubles envahissants du développement, TED, dont l'autisme ou les addictions, mais elles peuvent avoir des applications dans d'autres domaines tels que la sécurité industrielle, le management. Certaines méthodes de dressage animal sont aussi proches des théories behavioristes. Au cours des années 1890, Pavlov réalisa une expérience sur la fonction gastrique du chien en recueillant grâce à une fistule les sécrétions d'une glande salivaire pour mesurer et analyser la salive produite dans différentes conditions en réponse aux aliments. Ayant remarqué que les chiens avaient tendance à saliver avant d'entrer réellement en contact avec les aliments, il décida d'étudier plus en détail cette sécrétion psychique. Il s'avéra que ce phénomène était plus intéressant que la simple chimie de la salive, et ceci le conduisit à modifier ses objectifs. Dans une longue série d'expériences, il variait les stimuli survenant avant la présentation des aliments. C'est ainsi qu'il découvrit les lois fondamentales de l'acquisition et la perte des réflexes conditionnels, c'est-à-dire les réponses réflexes comme la salivation qui ne se produisaient que de façon conditionnelle dans des conditions expérimentales spécifiques chez l'animal. Ces expériences réalisées au cours des années 1890 et 1900 ne furent connues des scientifiques occidentaux que par des traductions isolées, et ce n'est qu'en 1927 qu'elles furent toutes traduites en anglais. À la différence des réflexes simples comme le réflexe rotulien, ne faisant pas intervenir les centres supérieurs cérébraux, les associations étables entre la drogue et des expériences sensorielles sont liées à un apprentissage plus complexe mettant en jeu différentes structures cérébrales. En sera-t-il de même pour les technologies? Dans l'expérience de Pavlov, le chien reçoit un traitement. On teste d'abord séparément l'effet du stimulus porteur de sens, la nourriture, et du stimulus neutre, la cloche, pour voir leur effet sur l'animal. Une fois les résultats préliminaires obtenus, on associe le stimulus conditionnant au stimulus neutre de manière répétitive.
Si le conditionnement réussit, que l'animal met en mémoire le lien entre les deux stimuli, le stimulus neutre seul devient conditionné et entraîne les mêmes effets physiologiques que le stimulus conditionnant. Ce processus de conditionnement est également à l'œuvre dans diverses dépendances addictions. Pour Jacques Lendrevie et Julien Lévy, co-auteurs de Mercator, le marketing est un des moyens d'action qu'utilisent les organisations pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont elles dépendent. Le marketing est pour eux, et plus précisément, l'effort d'adaptation des organisations à des marchés concurrentiels pour influencer en leur faveur le comportement des publics dont elles dépendent par une offre dont la valeur perçue est durablement supérieure à celle des concurrents. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.